Bonsoir à tous et bienvenue à cette conférence en ligne de Camille Vert et Jérôme Alzan sur le sujet suivant, les impostures de la religion écologique, une imposture scientifique au service du mondialisme. Donc tout d'abord, nous tenons à remercier au nom de toute l'équipe d'égalité et réconciliation et l'équipe contre-culture, nos deux intervenants du jour d'avoir accepté notre invitation et de se prêter à cet exercice nouveau qui n'est pas le plus évident, mais qui nous permet néanmoins, dans la situation actuelle, de maintenir une interactivité entre vous, le public, et des personnalités intéressantes afin de pousser à la réflexion. Je vais laisser la parole à Camille Vert et je vous souhaite une bonne conférence à tous. Camille, c'est à vous. Merci. Je commencerai par vous présenter un bon article du professeur Devels de l'Académie des sciences qui, en quelques pages, fait le point. Une armoire à papier est à votre disposition sur le site Veires 48 où vous trouverez par détail le détail des arguments qui montrent l'absurdité de cette pseudo-science qui attribue un réchauffement climatique au dioxyde de carbone produit par la combustion du pétrole, de charbon et de gaz naturel. Pour rire un peu, 400 épouvantables conséquences du changement climatique prophétisées par cette pseudo-science ont été compilées par Joe Morrow sur le site Belgotopia. Bonne lecture. Voici une liste de prédictions dont l'échéance était avant 2021. Toutes sont aussi fausses que celles du Club de Rome, qui en 1972, modèles informatiques à l'appui, annonçait pendant 2000 au plus tard la fin du monde par épuisement des ressources minières. Rappelons aussi les histoires de pluie acide lancées en 1980 par des militants allemands. Il ne devait plus y avoir de forêt en Europe après 1995. En réalité, leur surface ne cesse de s'étendre. Je passe sur le trou d'ozone. Il y a plusieurs types de canulars. Celui sur la montée du niveau des mers. James Hansen du laboratoire de la NASA annonçait pour 2020 une montée de 10 mètres, ce qui fait 25 cm par an. Les observations disent 2 mm par an, 100 fois moins. Même chanson du directeur des programmes des Nations Unies pour l'environnement. En 1995, le GIEC a affirmé que les plages atlantiques des États-Unis auraient disparu en 2020. Elles sont toujours là. Autre canular, le ralentissement du Gulf Stream et le refroidissement de l'Europe occidentale. Moins 3 degrés attendus entre 2010 et 2020. Et la ville de La Haye aurait dû disparaître, être abandonnée en 2007. Je passe sur les politiques qui se posent en sauveur de la planète. Quelques rappels très simples pour vous mettre à l'aise, avec des notions peut-être nouvelles pour certains. Vous connaissez la position. Vous savez que la vitesse, le changement de la position entre deux temps, T1 et T2. Et l'addition des petits déplacements élémentaires pendant un intervalle de temps vous donne le déplacement total entre T1 et T2. Je passe très vite. Ce graphique vous montre la courbe grise qui est la dérivée de l'accroissement, la dérivée par rapport au temps de la teneur de l'air en dioxyde de carbone. C'est l'accroissement par 12 mois de la teneur de l'air en dioxyde de carbone. Et cette courbe grise est superposable à la courbe bleue, qui, elle, reflète la température de surface des océans de la zone de dégazage océanique entre 20 degrés sud et 20 degrés nord. Conclusion, l'accroissement constaté du dioxyde de carbone dans l'air, mois par mois, calculé par une formule Y de T plus 6 mois, etc., est superposable aux températures au temps T. Tout l'accroissement de la quantité de dioxyde de carbone de l'air, par exemple entre 1959 et 2020, est simplement la somme des petits accroissements élémentaires calculés pour chacun des mois, de janvier 1959 à décembre 2020. Et chacun de ces petits accroissements de la teneur de l'air en dioxyde de carbone est une fonction simple de la température de la surface du même mois dans la zone intertropicale où a lieu le dégazage. En effet, plus il fait chaud, plus l'océan tropical dégaze son CO2 qui va s'accumuler dans l'atmosphère. Et donc, le CO2, à quelques toutes petites nuances près, est une conséquence des températures passées. Et il ne peut pas être la cause de ces températures. La causalité découle simplement
de la flèche du temps. Le CO2 est la nourriture des plantes. La photosynthèse transforme CO2 plus eau plus H2O en matière organique et en oxygène. Plus de CO2 ici dans une serre. Au bout de 2 ans, le pain le mieux nourri en CO2 sera 2 fois plus grand et plus gros que celui resté à la teneur ambiante en CO2. Ici, 385 ppm, parties par million. L'analyse de dépôts de sulfure de carbonyle dans les glaces a, en 2017, permis de chiffrer à plus 31% la croissance de la productivité de la végétation entre 1900 et 2000. Ce que confirme un très grand nombre d'autres observations synthétisées par ce graphique. La productivité de la végétation a cru de presque 40% entre 1900 et 2020. C'est plus 40% à manger pour tout ce qui vit sur Terre, pour les plantes, pour les herbivores qui mangent les plantes et pour les carnivores qui mangent les herbivores. Vous allez entendre parler de rayonnement infrarouge thermique. Tout corps, votre peau aussi, rayonne à sa température dans une partie du spectre comprise entre les ondes radio et l'infrarouge proche. Cette bande de fréquence est dite bande térahertz. Le rayonnement infrarouge thermique traduit la température de sa source, ici celle de la peau de ces messieurs. Un point essentiel est qu'un transfert de chaleur par rayonnement thermique infrarouge est, comme pour le bilan entre 2 comptes en banque, la différence entre ce que A envoie à B et ce que B envoie à A. Ça explique aussi pourquoi vous vous rapprochez des radiateurs. Vous émettez 500 watts par mètre carré, le radiateur émet 700 watts par mètre carré, et vous donne donc en bilan net 700 moins 500 égale 200 watts par mètre carré. Un mot sur le fonctionnement de ce qu'on appelle le climat ou la météo de la planète. L'aliment est le flux solaire absorbé par l'atmosphère et par la surface du globe, dont 71% est couvert par les océans. L'excrément et le rebut, c'est le flux d'infrarouge thermique que le globe émet vers le cosmos. Et tout ce qui bouge, tout ce qui vit sur Terre est alimenté par la différence de nature de ces flux, pas par leur différence de valeur. Le flux solaire est très important entre les tropiques, mais évidemment, il est nul au pôle en hiver. Le flux infrarouge thermique, lui, est à peu près uniforme sur toute la surface du globe, je devais dire tout le haut de l'atmosphère, grâce au mouvement de l'air, de la vapeur d'eau et des océans. Les 2 flux, le solaire absorbé et l'infrarouge thermique émis, sont égaux en moyenne sur l'année et sur le globe. Mais évidemment, à un endroit et un temps donné, ils sont très différents. En hiver, à Paris, la planète ne reçoit que, sur 24 heures, que 50 watts par mètre carré de flux solaire. Mais la vapeur d'eau au-dessus de Paris envoie au cosmos 200 watts par mètre carré. C'est l'effet du transfert entre latitudes par le mouvement de la vapeur d'eau. En moyenne, sur toute l'année, sur toutes les latitudes et longitudes, les cumuls des 2 flux ne diffèrent que d'1 millième de ces 2 flux. Ça s'observe en analysant les minuscules variations des températures des premières centaines de mètres de l'eau des océans. Cette figure très schématique montre d'abord que les UV solaires sont absorbés dans la stratosphère qui ne nous concerne pas. En effet, la stratosphère stratifiée communique très peu avec la zone qui nous concerne, la troposphère ou la surface. L'infrarouge thermique et une partie de l'infrarouge solaire est absorbée dans l'infrarouge solaire est absorbé dans la troposphère par la vapeur d'eau des nuages. Et enfin, le flux solaire qui arrive à la surface repart essentiellement par évaporation et pour une toute petite partie par rayonnement direct de la surface vers le cosmos. Comme vous le voyez, la vapeur d'eau fait ici plus de 90% du rayonnement de l'air, du rayonnement de la troposphère et de la surface pris ensemble. Le CO2 troposphérique est presque négligeable. Ici, c'est 8 watts par mètre carré, moins de 4% de ce qu'émet la troposphère et la surface. Quelles sont les couches de l'air qui produisent ce rayonnement infrarouge thermique qui va du globe au cosmos? Alors, cette figure vous montre en bleu le gros du rayonnement de la vapeur d'eau vient de couches entre 300 millibars ou 9 km et 500 millibars
5 km et demi. Ce n'est qu'entre 22 THz et 36 THz que les basses couches en dessous de 2 km et les nuages contribuent. Ils contribuent beaucoup parce qu'ils sont très chauds à des températures proches de celles de la surface, alors qu'à 300 millibars, on est vers moins 43 degrés Celsius. Et là, vous voyez d'où vient le rayonnement du dioxyde de carbone pour la teneur actuelle et pour une teneur doublée. C'est les deux petites encoches rouges et noires, là-haut, encadrées, entre 200 millibars et 400 millibars. Doubler la teneur de l'air en dioxyde de carbone a pour seul et unique effet de réduire le rayonnement émis par la troposphère vers le cosmos, de près de 2 watts par mètre carré, à comparer aux presque 200 watts par mètre carré émis par la vapeur d'eau et les nuages. Un point absolument essentiel, totalement ignoré évidemment par le GIEC et par les réchauffistes. Avec la croissance actuelle du CO2, le rayonnement vers le cosmos diminue chaque année de 13 milliwatts par mètre carré. Je dis bien 13 milliwatts. C'est un facteur 2000 à 3000 plus petit que ce que corrige en permanence la vapeur d'eau en modulant sa teneur vers 9 km d'altitude. La vapeur d'eau, en effet, est dynamique et régule en permanence le rayonnement du globe vers le cosmos. La conclusion est que les histoires et fables sur le dioxyde de carbone et ses effets radiatifs sont, disons-le, du foutage de gueule, du gros foutage de gueule. Un mot sur le cycle du carbone et le cycle de la vapeur d'eau. La vapeur d'eau, entre évaporation et précipitation, son cycle dure 8 à 10 jours. Il y a en moyenne 30 kg de vapeur d'eau par mètre carré. Et l'évaporation est le principal mécanisme qui transfère de la chaleur solaire reçue par la surface aux couches qui, en altitude, rayonnent vers le cosmos. La chaleur emportée par l'évaporation est restituée par la condensation en altitude ou à des latitudes plus élevées et alimente le rayonnement vers le cosmos, dont l'origine est là-haut, entre 5 et 10 km. Le CO2, lui, a un rapport stock sur flux de 5 ans, c'est-à-dire qu'un cinquième du CO2 de l'air est chaque année absorbé, moitié par la végétation, moitié par les océans. Ce stock correspond à une masse de l'ordre de 6 kg de CO2 par mètre carré ou 1,7 kg de carbone par mètre carré. Ces deux cartes montrent l'alignement solaire en janvier à gauche, en juillet à droite. Vous voyez qu'il varie entre 300 watts par mètre carré dans la zone tropicale et rien du tout dans la nuit polaire qui, en janvier, dure 24 heures au nord et en juillet au sud. Ces cartes vous donnent une vague idée de la température des océans. Cette fois-ci, à la date du 22 mars 2021. Les mesures par satellite donnent des cartes quasiment en temps réel. Les températures de la zone intertropicale, entre 30 degrés de latitude sud et 30 degrés de latitude nord, sont entre 24 et 34 degrés Celsius. En haut et en bas, vous voyez les banquises en blanc, et sur 10 degrés de latitude, après la banquise, une zone vers moins 1 degré Celsius. L'eau salée congèle entre moins 1 degré et moins 2 degrés. À gauche, la carte de l'évaporation, plus de 200 watts par mètre carré, pour transférer la chaleur reçue du soleil vers les plus hautes latitudes. Point à retenir, l'évaporation est un régulateur remarquable. Plus 1 degré sur la température de surface augmente l'évaporation de 14 watts par mètre carré, alors que cette surface-là reçoit en moyenne 300 watts par mètre carré. Donc, ça stabilise les températures. La convection est de l'ordre de 30 watts par mètre carré. Et enfin, en haut, vous avez un graphique qui montre que la convection et l'évaporation transfèrent beaucoup de chaleur de la zone rouge vers les zones vertes et bleues. C'est là l'effet régulateur du mouvement de l'atmosphère et surtout de la vapeur d'eau. Encore une figure pour vous rappeler d'où la vapeur d'eau rayonne. Elle rayonne, sauf dans la fenêtre, entre 5 et 10 km. Je passe là-dessus très rapidement. La répartition de la vapeur d'eau géographiquement est indiquée ici et le rayonnement vers le cosmos. Vous aurez le temps de jeter un coup d'œil
sur les slides à tête reposée. Ça, c'est le rayonnement du globe vers le cosmos du 12 et 18 mars. Vous avez une zone intertropicale entre 240 et 300 watts par mètre carré, et au nord et au sud, une zone verte entre 200 et 240 watts par mètre carré, puis les zones polaires. Donc, un seul stockage possible de chaleur est dans l'océan. 2,5 mètres d'eau de mer ont la même capacité calorique que toute l'atmosphère au-dessus. Voici une reconstitution récente du contenu calorique des 300 premiers mètres de l'océan, entre 1900 et 2010. Vous n'y trouvez pas trace d'un réchauffement extraordinaire après l'an 2000, et vous trouvez presque le même réchauffement entre 1900 et 1950 et entre 1960 et 2010, 60 ans plus tard. Et les variations des températures sont en moyenne sur les 300 premiers mètres de l'ordre du quart de degré en 30 ans, moins un millième de degré par an. Elles ne sont évidemment pas dues à des histoires de dioxyde de carbone, mais tout bêtement à des variations de la couverture nuageuse. Je récapitule rapidement. Le flux solaire est un aliment. Le stockage océanique que nous venons de voir montre que le rayonnement thermique du globe équilibre le flux solaire à 1 millième près, en moyenne sur le globe et sur l'année. Le rayonnement thermique du globe vers le cosmos vient essentiellement de la vapeur d'eau. 2 fois plus de CO2 dans l'air ferait moins 1,8 watts par mètre carré, et au rythme actuel, à plus 0,5% par an de croissance du dioxyde de carbone, ça ferait moins 13 milliwatts par mètre carré par an. Or, la dynamique de régulation de la vapeur d'eau est 2000 fois plus grande, et la vapeur d'eau, par sa quantité là-haut, entre 5 et 10 km, régule d'heure en heure, de semaine en semaine, le rayonnement du globe vers le cosmos. Le dioxyde de carbone, le CO2, ne peut avoir aucun effet tant qu'il y a de la vapeur d'eau. Revenons donc à l'essentiel, c'est-à-dire que le CO2 est une conséquence de température et ne peut pas en être la cause. Bon, à Luxembourg, les élèves du lycée ont fait des mesures du CO2. La variation sur une journée est entre, là vous le voyez, 300 et 460 ppm. Donc un minimum en fin d'après-midi, un maximum en fin de nuit. ppm, ça veut dire partie par million, c'est le nombre de molécules de CO2 par million de molécules de l'air. Et c'est évidemment la respiration des plantes la nuit et leur absorption de CO2 pour la photosynthèse pendant le jour qui cause cette énorme variation du CO2 près de la surface. Les analyses par titrage chimique pratiquées de 1812 à 1962, avec, disons, un prélèvement par jour et un traitement chimique derrière, sont difficiles à interpréter. Les techniques électroniques de mesure en continu de la teneur de l'air en vapeur d'eau, mises au point dans les années 50, ont permis depuis 1958 les observations que vous avez sous les yeux. Au Mauna Loa, un observatoire situé à 3400 mètres au milieu du Pacifique, et au pôle sud, à 2800 mètres, lui aussi très loin de toute végétation. Les variations saisonnières observées au Mauna Loa vont de moins 7 ppm de mai à octobre à plus 9 ppm d'octobre à mai. C'est le reflet des températures de surface de l'océan entre 20 degrés sud et 20 degrés nord. Les émissions fossiles de l'ordre de 2 ppm par 6 mois n'y sont apparemment pour rien. Synthèse. L'atmosphère perd chaque année le 5e de son stock, qui est renouvelé par le dégazage des sols et des océans chauds, avec une petite contribution des combustibles fossiles, dont le cumul des émissions depuis 1751 fait 1% du carbone qui circule entre les 3 réservoirs, l'océan, l'atmosphère et la végétation et les sols. Comme 1/5 du dioxyde de carbone de l'air est absorbé chaque année, la quantité de carbone venue des combustibles fossiles dans l'air se calcule immédiatement. Elle fait 22 ppm,
sur les 411 ppm de l'atmosphère, soit environ, pour le moment, 5%. 5%. Il n'y a donc absolument aucune raison de faire des politiques de décarbonation, de décarboner. Ça ne jouera et ça ne peut jouer que sur les 5% qui ne sont pas d'origine naturelle. Voici depuis 1870 les températures de la zone de dégazage entre 20 degrés sud et 20 degrés nord. Elles sont ici présentées en anomalie, c'est-à-dire en écart entre la température moyenne d'un mois par rapport à la moyenne du même mois prise sur les 150 ans. Les températures de surface des mers, là dans la zone de dégazage, corrèlent très bien avec les accroissements du ppm vus à l'observatoire du Mauna Loa. Le CO2 est donc une conséquence de température et ne peut pas en être la cause. Et l'explication physique est très simple. Le flux de CO2 dégazé par l'océan est proportionnel à la différence de pression partielle dans l'eau de mer. Cette différence croît très fortement avec la température, un facteur 4, je répète, un facteur 4 entre le bord de la banquise à moins 1 degré et l'océan tropical vers 32 ou 33 degrés. C'est de la physico-chimie très simple. Bon, je passe sur cette carte qui vous montre les pressions partielles du CO2 dans l'eau de mer, en rouge là où il y a des gaz, et en rouge et en jaune là où il y a des gaz, et la pression partielle dans l'air. Un point essentiel, le renouvellement du carbone de l'océan de surface qui dégaze se fait par une remontée massive de carbone d'entre les tropiques et par une descente de carbone vers 40 degrés nord et 40 degrés sud, là où l'océan absorbe. Ici, c'est une coupe de l'océan Atlantique. Les échanges de carbone entre l'océan de surface et l'océan profond renouvellent donc en permanence l'océan de surface qui dégaze. Je n'ai pas le temps de lire le résumé de cette publication de 2013. Les auteurs reconnaissent avoir enfreint un tabou. Ils admettent que ce qu'ils ont trouvé est 3 à 5 fois plus grand que les estimations précédentes. Une question intéressante. Les émissions anthropiques ont-elles contribué au verdissement de la planète, à cette augmentation de 40% de la production de nourriture pour tout ce qui vit sur Terre? Bien, la réponse est oui. En effet, les combustibles fossiles ont en net apporté 180 milliards de tonnes de carbone à l'air et à la végétation et au sol, et l'océan 580. L'activité humaine a donc contribué pour un quart à, non pas au réchauffement, mais la productivité de la végétation et à l'amélioration donc de cette productivité par effet de plus de CO2 dans l'air. On a vu que les ppm étaient un reflet de la température de la zone de dégazage. Ici, je vous montre un résultat négatif, à savoir qu'il n'y a aucune corrélation entre la croissance des ppm au Mauna Loa et les émissions des combustibles fossiles. En haut à gauche, vous avez les émissions des combustibles fossiles en rouge, l'accroissement des ppm en noir et les tendances linéaires qui sont les petites droites que vous voyez. Ensuite, pour chercher une corrélation entre deux séries, il faut soustraire à chaque série sa tendance linéaire. Si vous regardez deux droites qui croissent, elles sont parfaitement corrélées, mais ça n'a aucun sens, aucune démonstration. Et voilà le nuage de points entre les émissions des combustibles fossiles, en abscisse, et en ordonnée, les accroissements des ppm au Mauna Loa. Le coefficient de détermination est moins en dessous de 1 centième. Il ne peut donc pas y avoir de lien entre émissions fossiles et la croissance des ppm dans l'air. Il est inepte et frauduleux de prétendre que les combustibles fossiles puissent avoir un quelconque effet climatique. Alors, regardons maintenant ce que nous disent les charlatans. Ils prétendent que le CO2 des combustibles fossiles resterait dans l'air perpétuellement, mais celui des dégazages naturels, 20 fois plus important, disparaît immédiatement.
Voici une diapo de Jean Covici, qui reproduit avec des commentaires dramatiques une figure du GIEC. Commentaire pathétique. Vous êtes mort au bout de 60 ans. Vos enfants sont morts. 10 générations sont mortes, mais le fruit du péché, le CO2 fossile, est toujours là. Enfer et damnation. Mais peut-on croire vraiment que 40% du dioxyde de carbone des combustibles fossiles est encore dans l'air 100 ans après être sorti de la cheminée? C'est une grosse absurdité. En effet, ce qui sort de la cheminée ne reste pas dans l'air, c'est divisé par 2 tous les 3 ans et demi. Au bout de 30 ans, il en reste un milliardième. Bizarre aussi. Ce graphique ne s'applique pas au dégazage naturel. Sinon, on aurait plus de 20 000 milliards de tonnes de carbone dans l'air, pas 875. Et il est bien évident que le carbone injecté dans un des 3 réservoirs, atmosphère, océan et végétation et sol, se répartira à terme entre ces 3 réservoirs, à proportion des masses de carbone de chacun. Pour une unité injectée dans l'air, les échanges permanents entre les réservoirs répartissent cette impulsion à 2% dans l'air, 7% dans la végétation et 91% dans les océans. Donc, des émissions de cette année, mettons 10 milliards de tonnes de carbone, 10 gigatonnes de carbone, il restera au bout de 30 ans 0,23 ppm. J'ai oublié de vous montrer en rouge la fonction dite de Berne du GIEC utilisée par Jean Covici. Elle présuppose que les océans et la végétation ont le pouvoir absolument surnaturel, miraculeux, de discriminer entre les molécules de CO2 selon leur origine, dégazage naturel ou combustible fossile. Pour montrer que je n'invente rien, voici la page de garde du rapport de 1965, présenté par Roger Revel au président des États-Unis. Roger Revel, que Al Gore appelle son mentor, y affirme que 50% des combustibles fossiles restent perpétuellement dans l'air, et pas les dégazages naturels. Il y écrit aussi que le CO2 est comme la vitre d'une serre, qui augmente la température de la surface et des basses touches. Ces idées-ci sont toujours et encore exactement la doctrine du GIEC. Pour éviter que le dioxyde de carbone aille dans l'océan profond et se dilue, ils ont inventé de séparer par une paroi étanche au carbone l'océan de surface et l'océan profond. On a vu que les échanges étaient en réalité de l'ordre de 75 milliards de tonnes par an. Selon Roger Revel, ils sont nuls ou négligeables. Le premier rapport du GIEC dit 35 milliards de tonnes de carbone par an. Celui de 2013 dit 90. C'est encore 3 fois moins que la réalité. Mais sans ces artifices, le carbone fossile se répartit, tout comme le carbone naturel et comme le veut le bon sens, à 2% dans l'air, 7% dans la végétation et 91% dans les océans, puisque ces réservoirs échangent entre eux entre permanence. Il y a plusieurs présentations du GIEC, du cycle du carbone selon le GIEC, toutes très contradictoires entre elles. On a vu la fonction de Berne. Ici, c'est M. Brion qui présente la airborne fraction, elle à effet instantané. À la fin de l'année ou de la semaine, 46% de ce qui est sorti des cheminées est resté dans l'air. Et il restera, oh miracle, toujours, perpétuellement, indéfiniment, surnaturellement. Et ça ne concerne que et rien que le carbone des émissions fossiles, pas celui des dégazages naturels, qui, lui, est supposé disparaître immédiatement. Un autre prophète du réchauffement climatique semble embarrassé par un coup de froid en 2011. Il défend son gagne-pain contre l'incrédulité. Hervé Letroit affirme que la moitié du dioxyde de carbone injecté dans l'air à un moment donné y est encore présent un siècle plus tard. C'est vraiment très surnaturel, car le 1/5 du CO2 de l'atmosphère est renouvelé chaque année. Ce prophète, ce qui est très fâcheux pour un scientifique, confond la demi-vie et la durée de vie, l'espérance de vie.
Je passe. Mais il insiste. Ces gaz à effet de serre sont avant tout des effets futurs. L'urgence climatique tient à cet engagement croissant sur l'avenir de la planète que nous prenons en émettant des gaz à effet de serre. Et la punition du péché de l'homme est dans l'encadrer. La possibilité d'événements météorologiques extrêmes se manifestant à des endroits ou à des moments inattendus est l'une des conséquences potentiellement très importantes d'une perturbation du climat. C'est là très réellement, pas potentiellement, du charlatanisme débridé. Je vous renvoie à mon site pour plus de détails. Une petite, très rapidement, collection de fraudes et d'absurdités. L'effet de serre, ce mystère insondable des gaz qui piègent de la chaleur. Voici ce qu'il faut savoir. L'air rempli de vapeur d'eau est opaque, un infrarouge thermique. Ce qui rayonne, c'est le haut de la vapeur d'eau vers le cosmos. Et puis, ce qui rayonne, c'est le bas de l'air, le bas de la vapeur d'eau vers la surface. Mais comme il est à la même température que de la surface, le bilan net est quasiment nul. Ce qui importe, c'est ce qui est en bleu, l'évaporation, convection, le calodique qui apporte de la chaleur vers la couche qui rayonne vers le cosmos. Et un calcul élémentaire montre que la température de surface est une conséquence de la gravitation, parce que tout simplement, le rapport de la température du rayonnement de la peau tout en haut, vers 9 km, et la température de surface est égale à une certaine puissance du rapport des pressions. C'est la thermodynamique élémentaire, je passe. Ça explique entre autres qu'il fasse 462 degrés Celsius à la surface de Vénus. Ce n'est pas du tout un effet de serre, c'est simplement l'effet d'une relation température-pression. Un peu comme lorsque vous quand vous gonfliez des pneus de bicyclette, à force de comprimer, la pompe, le bout de la pompe devenait un peu chaud. Bon, une Terre sans atmosphère, ce serait la Lune, avec une température moyenne de moins 67 degrés à l'équateur et moins 175 degrés au pôle. En effet, il n'y a sur la Lune ni eau ni air pour redistribuer la chaleur entre la face éclairée et la face dans l'obscurité. Sous le soleil au zénith, la température arrive à 120 degrés Celsius, contre 200 degrés de l'autre côté. Passons maintenant à un miracle. Décrivons ce truc absolument surnaturel, miraculeux, incroyable, de la chaleur créée à partir de rien du tout, sans réaction chimique, sans réaction nucléaire. Les gaz à effet de serre chauffent la surface une deuxième fois après que le soleil l'ait fait une première fois. On est vraiment chez les fous. En 1992, le délégué interministériel à l'effet de serre, créé par Brice Lalonde, je crois, écrivait que l'atmosphère provoque un apport énergétique de 2 watts par mètre carré supplémentaire. Plus récemment, en 2009, c'est devenu 3 watts par 2,9 par mètre carré. Oh, tremblez, ayez peur. Depuis 1998, notre climat a accumulé la chaleur de 2,3 milliards de bombes atomiques d'Hiroshima. Vous avez de la chaleur créée à partir de rien. Pas de réaction chimique, pas de réaction nucléaire. Mais ce concept des absurdités. Mais ce concept de forçage radiatif est le cœur de la doctrine du GIEC, qui dénomme ces scénarios par leur forçage radiatif en 2100. Ce scénario RCP 8.5 devrait, en 2100, apporter 8,5 watts par mètre carré qui s'ajoute au flux solaire. Il faut, nous dit-on, croire à ces miracles surnaturels, parce que 97% des climatologues y croient. En effet, sans ça, il leur faudrait changer de métier. Cette énergie miraculeuse est censée venir d'un moindre rayonnement du globe vers le cosmos. Mais ce n'est pas du tout ce qui est observé depuis 40 ans. On a vu une augmentation de 4 watts par mètre carré du flux rayonné par le globe vers le cosmos. Cette figure montre, en fonction des ppm en abscisse, l'évolution du rayonnement observé par les satellites. Oh, c'est bizarre, le forçage radiatif dont on vient de parler serait négatif. Oh, l'explication est très simple.
c'est qu'il y a eu un peu moins de vapeur d'eau à 9 km et par conséquent, la vapeur d'eau rayonne de plus bas et de plus chaud. Le calorimètre océanique, on a déjà vu ça, donne exactement ce qui se passe sur les déséquilibres entre le flux solaire absorbé et le flux rayonné vers le cosmos en infrarouge thermique. Ben, évidemment, en 1950, c'était avant le dioxyde de carbone des combustibles fossiles. Bon, je passe là-dessus. Simplement, le cumul des forçages relatifs dit par le GIEC ferait 1800 zétajoules. Les observations dans le calorimètre océanique trouvent 180 au maximum. 10 fois moins. Le forçage radiatif est donc une grosse foutaise. Encore des affirmations délirantes, absolument délirantes. Comme le dioxyde de carbone ne réduit le rayonnement vers le cosmos que de 13 milliwatts par mètre carré et par an, c'est-à-dire de rien du tout, le charlatan a imaginé que pour compenser le moindre rayonnement des 13 millièmes de watts par mètre carré par an, il faut que ça chauffe là-haut, à 9 km. Comme l'écrivent Dufresne et Trainer dans la météorologie en 2011, le haut de l'atmosphère se réchauffe. Et du fait des mouvements de convection, cet échauffement se propage à toute l'atmosphère. Puisque l'atmosphère se réchauffe là-haut, à 9 km, dans leur imagination, mais pas du tout dans les observations, elle doit pouvoir contenir plus de vapeur d'eau, ce qui va réduire encore, cette fois, très sérieusement, le rayonnement vers le cosmos et imposer un réchauffement plus grand, et ça indéfiniment. Rémi Roca, à l'école d'été de Cargèse, qualifie ce phénomène imaginaire de boucle infernale, infernal loop, qui amène l'emballement du climat. Et James Hansen, toujours le même, le mentor de Al Gore, nous annonce que les océans vont bientôt bouillir. Et il cite l'exemple de Vénus, en oubliant de dire que la masse de l'air y est 100 fois plus grande que sur Terre. Terreur, enfer, damnation. En réalité, elle est toute différente. La régulation se fait par la vapeur d'eau autour de 9 km et il n'y a aucun forçage radiatif puisqu'on ne voit rien dans l'océan. Mais il ne faut pas douter de l'existence de l'effet de serre. Ce serait de l'athéisme. Le GIEC, dans son premier rapport, écrit « C'est un effet bien compris et fondé sur des principes scientifiques. Nous savons que l'effet de serre existe en pratique pour quelques bonnes raisons. » Voilà qui sent son charlatan. Voyons ces bonnes raisons. Sans gaz à effet de serre, la température moyenne de la Terre serait de moins 18 degrés Celsius. Oh, c'est là le résultat d'un calcul idiot, où on suppose une Terre plate, sans jour ni nuit, exposée à un flux solaire qui serait la moitié de ce qu'il est réellement. Et mieux encore, une Terre plate sans vapeur d'eau, sans gaz à effet de serre, mais avec des nuages. Ces absurdités sont rabâchées dans une infinité de manuels et d'articles. Quand vous lisez ou entendez moins 18 degrés, vous savez immédiatement qu'il s'agit d'un charlatan ou d'un imbécile. Second argument, la planète Vénus, ce n'est pas un effet de serre, comme je l'ai déjà dit plusieurs fois. C'est simplement que la masse de l'air, 1000 tonnes par mètre carré, fait 100 fois les 10 tonnes par mètre carré de la Terre. Rien à voir avec cette prétendue théorie de l'effet de serre. Dernier argument, les carottes de glace. Et le parallélisme de la teneur des carottes en CO2 des carottes de glace et des températures, quoi qu'on ne sache pas le détail des calculs, indique que les changements de ce gaz seraient en partie, mais pas tout, des variations de température. En partie, mais pas tout, et on ne sait pas le détail. Ça s'appelle de l'enfumage. En réalité, le CO2 de l'air est une conséquence immédiate des températures de la surface de l'océan, là où ça fait le dégazage. Conclusion, en 1990, 25 ans après le rapport de Roger Revel à la Maison-Blanche, le GIEC ne sait toujours pas comment définir son prétendu effet de serre et apporte des arguments tout à fait stupides. Je terminerai en rappelant que pour comparer des séries temporelles, ici à gauche,
vous avez la série en vert de l'insolation à 65 degrés nord et en noir le volume des glaces. Eh bien, il a fallu attendre 2006 pour voir que si on prend la dérivée par rapport au temps du volume des glaces et l'insolation, on a une bonne corrélation. Ça rappelle tout à fait, si on prend la dérivée par rapport au temps des teneurs de l'air en dioxyde de carbone et la température de la zone de dégazage, on a une bonne corrélation. Et il n'y a pas besoin de CO2, comme l'a fait Arrhenius, pour expliquer que les glaciations et les déglaciations se produisent. C'est simplement une conséquence du volume des glaces, rien à voir avec le CO2. Je n'insisterai pas sur les modèles, ils sont absolument à délire. Ces modèles informatiques sont non seulement instables, mais encore vous donnent, vous voyez, une différence entre 12 et 16 degrés pour la même période. Vous pouvez les croire. Le modèle de la NASA, GIS, vous dit 2 degrés de plus que les observations. Le modèle de l'IPSL Paris vous dit 2 degrés de moins. Et voici ce que nous dit M. Dufresne en 2013. Vous voyez, c'est plus 13 degrés Celsius en 2300. Oh, c'est terrifiant. Et enfin, pour que vous ne soyez pas impressionnés par les modèles informatiques du climat, il faut rappeler que leur fonctionnement, les équations sur lesquelles ils sont fondés, sont instables. Et on a ce qu'on appelle l'effet Lorentz de sensibilité par rapport aux conditions initiales. Vous changez d'un milliardième de degré les conditions de température initiale, et voilà ce que ça donne pour 30 jeux du même programme. N'insiste pas. Merci de votre attention et je passe la parole. Merci Camille Vert, et donc on va passer à la seconde partie avec Jérôme Alzan. Bonjour à tous. Alors, moi, je n'ai pas présenté beaucoup d'équations parce que M. Vert vient de le faire. J'ai plutôt m'intéresser à la sociologie du monde scientifique qui a permis d'aboutir à ce pseudo-consensus sur la thèse du réchauffement climatique d'origine anthropique. Alors, je lance mon slide. Donc ici, vous avez une courbe, c'est une des rares courbes que je vais présenter. Donc vous avez en abscisse, l'abscisse c'est l'axe horizontal, les dates qui vont de 1975 à 2020. Alors pourquoi 1975? En fait, c'est 1979, c'est le début des premières observations satellitaires de la température terrestre. Puisqu'auparavant, les températures, c'était mesuré avec des thermomètres, tout simplement. Et avant l'invention du thermomètre, pour retrouver les températures du passé, on doit faire appel à des méthodes indirectes, comme la mesure du taux d'oxygène dans les glaces, et tout ça. C'est toute une méthodologie. Donc, en fait, il faut comprendre que quand on nous parle de température aujourd'hui et qu'on fait des comparaisons avec les températures du passé, déjà, on ne compare pas des températures issues de mêmes observations. Puisque depuis 1979, on observe des températures satellitaires. C'est le début des premières observations globales de la température sur Terre. Entre le 19e siècle et le 20e siècle, la moitié du 20e siècle, les températures s'étaient mesurées classiquement avec des thermomètres. Alors, il faut comprendre aussi une chose, là, c'est tout simplement que les températures qui étaient mesurées entre le 19e siècle et la moitié du 20e siècle, c'est qu'en Europe, parce que c'est là où la science s'est développée. Et un petit peu dans les océans, avec les marines anglaises et françaises qui faisaient des mesures de température des océans. Donc, c'est déjà, avant 1975, les températures sont partielles. C'est-à-dire qu'elles sont mesurées en certains points de la Terre seulement, essentiellement en Europe et sur les voies maritimes. Avant le XVIIIe siècle, avant l'invention du thermomètre, donc, on va dire, on doit reconstruire des températures de façon artificielle. On les mesure de façon indirecte, comme j'ai dit, soit en mesurant le taux de concentration
de l'oxygène, par exemple, dans les glaces, soit en faisant appel à des méthodes encore plus indirectes, comme la croissance des cernes dans les arbres. Ça s'appelle la dendrochronologie. Pour revenir à ce graphe ici, donc les années s'écoulent de 1975 à 2020, et vous avez en ordonnée, c'est l'axe vertical, ce qu'on appelle l'anomalie de température. L'anomalie de température, c'est l'écart entre la température moyenne globale observée aujourd'hui et la température qu'il y avait avant l'ère industrielle. Donc, vous voyez ici que l'écart entre la température globale observée aujourd'hui et la température qu'on pense être ce qu'elle était avant l'ère industrielle, bah, ça se mesure en quelques dixièmes de degrés, vous voyez, sur l'axe vertical en ordonnée. Première chose. Donc, ce graphe, ça représente l'anomalie de température en fonction du temps. Sur ce graphe, ensuite, vous avez plusieurs choses. Vous avez la courbe en rouge, c'est la moyenne des résultats de simulation issus de 102 modèles informatiques. Okay, donc, il y a 102 modèles et les courbes autour de la courbe rouge, c'est tout un tas de modèles différents, issus de différents laboratoires. Donc, vous voyez qu'il y a un immense écart entre les différents modèles. Donc déjà, il n'y a pas vraiment consensus. Parce que s'il y avait consensus, on devrait observer quasiment toujours la même courbe. Vous avez en bleu et en vert les données expérimentales issues soit des mesures de température par ballon qu'on envoie dans l'atmosphère, hein, des ballons gonflés d'hélium qu'on envoie très haut dans l'atmosphère et qui mesurent la température de l'atmosphère. Et en bleu, vous avez les résultats des satellites. Donc déjà, vous remarquez une chose, il y a un immense écart entre les résultats observés par les satellites ou les ballons et la moyenne des modèles en rouge. D'accord? Première chose. Donc, en fait, quand on nous dit dans les grands médias qu'il y a une augmentation de la température, admettons, déjà, il s'appuie sur les résultats des modèles informatiques. Hein, c'est ce qu'on nous dit. C'est le résultat des rapports du GIEC. Donc, le rapport du GIEC, il dit que la température elle augmente selon la courbe rouge. Les données satellitaires et les données par ballon disent que le réchauffement, il est beaucoup plus petit en réalité, quoi. Parce qu'en fait, on peut admettre qu'il y a un réchauffement, admettons. Il serait de 0,3 degrés Celsius en l'occurrence ici. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que ce réchauffement, déjà, il est faible et il n'est pas en accord avec les modèles. Première chose. Deuxième chose, vous voyez que la courbe rouge, c'est le résultat de 102 modèles informatiques. Donc, des modèles informatiques, qu'est-ce que c'est? C'est des simulations informatiques dans lesquelles on met les lois de la physique. Là-dedans, les lois de la physique essentielles pour le climat, c'est la mécanique des fluides pour la circulation atmosphérique, la thermodynamique pour les échanges de chaleur dans l'atmosphère et dans l'océan et les échanges de chaleur entre l'atmosphère et les océans, le transfert radiatif pour le rayonnement, puisqu'il y a bien sûr du rayonnement qui vient du Soleil, puis il y a le rayonnement infrarouge de la Terre, et la physico-chimie de l'atmosphère. Donc, en fait, c'est toute une physique où il y avait, je répète, mécanique des fluides, thermodynamique, transfert radiatif, physico-chimie de l'atmosphère, et c'est tout. Donc, voilà, essentiellement. Donc, tout ça, c'est des spécialistes indépendants les uns des autres. Chacun travaille sur son sujet et tire un petit peu la couverture à soi en disant c'est moi qui ai raison, c'est moi qui ai raison. Résultat de tout ça, c'est que vous avez toute une série de courbes autour de la courbe rouge qui sont le résultat de 102 modèles. Je précise, 102 modèles issus de tous les laboratoires du monde entier. Donc, ce qu'on peut conclure ici, c'est que déjà, une chose, il n'y a pas de consensus scientifique en réalité. Déjà, il y a un écart entre les résultats observés de mesure et les résultats de simulation informatique. Or, sur quoi s'appuient les politiques aujourd'hui? C'est essentiellement sur les résultats de modèles informatiques, les prévisions, on va dire. Parce que finalement, on nous dit ce qui est important, c'est ce qui va se passer dans 30 ou 40 ans. Ça me fait un peu penser à ce qui se passe aujourd'hui avec la crise du coronavirus, puisque tous les politiques s'appuient sur les modèles informatiques et des prévisions informatiques sans se préoccuper un petit peu du réel. C'est ça, donc c'est un premier point. Donc, je voulais insister là-dessus. Alors, j'ai deux noms
pour ceux que ça intéresse, c'est ceux qui ont produit le programme d'observation satellitaire, c'est les Américains. Il n'y a que les Américains d'ailleurs. Donc, c'est les courbes en bleu là. C'est John Christie et Roy Spencer. Donc, pour ceux que ça intéresse, renseignez-vous sur ces deux personnages. John Christie, il est connu pour avoir dit, il a prêté serment devant le Sénat américain en disant que les prévisions du GIEC étaient bien trop catastrophistes. Alors lui, je le répète, c'est quand même le responsable du programme de mesures satellitaires américain. Il a prêté serment au Sénat. Il a dit que de toute façon, là, c'était beaucoup trop alarmiste. Et il s'est donc opposé à ce fameux James Hansen, hein, dont Camille Vert parlait tout à l'heure, qui lui était l'alarmiste en chef des scientifiques américains. Alors, comment en est-on arrivé là? En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que la science, ce n'est pas un monde idéal, hein, c'est une société. Donc, je remets mes planches. Je vais essayer de vous expliquer comment fonctionne le monde scientifique aujourd'hui. Première chose. Déjà, il faut comprendre qu'il y a une évolution fulgurante de la communauté scientifique entre le 19e siècle et le 20e siècle. Au 19e siècle, on comptait environ, en comptant large, environ plus de 100 000 chercheurs avec au moins un article dans le monde entier. Aujourd'hui, il y a entre 6 et 7 millions de chercheurs, secteur R&D inclus, au XXe siècle. Donc maintenant, au XXIe maintenant. Au XIXe siècle, la majorité des scientifiques étaient non professionnels. La plupart du temps, c'était des amateurs. Il y avait quelques universitaires, mais c'était très rare. Aujourd'hui, ils sont tous professionnels. Les chercheurs occupaient 0,004% de la population mondiale, c'est-à-dire que c'était des gens, et c'était très rare. Il n'y a quasiment pas de chercheurs. Aujourd'hui, si vous habitez dans une grande ville, ce n'est pas rare de rencontrer des chercheurs qui travaillent dans les organismes publics, d'ailleurs, la plupart du temps. La recherche au 19e siècle, son coût était quasi nul. C'était un bureau, quelques papiers et des fonds pour acheter des livres, mais c'est rien pas beaucoup plus de ça, pas beaucoup plus que ça. Même les expériences étaient très minimalistes. Aujourd'hui, la recherche, c'est 1 000 milliards d'euros chaque année. C'est environ 2% du PIB mondial. C'est énorme. C'est un secteur d'activité à lui tout seul. La recherche est devenue un secteur d'activité comme un autre d'ailleurs. Donc ça, c'est pour donner l'évolution de la taille de la communauté scientifique. Je vais parler de 3 points sur le fonctionnement de la communauté scientifique. Il y a d'une part ce qu'on appelle l'institutionnalisation. Je vais ensuite évoquer le phénomène d'hypercompétition au sein de la communauté scientifique. Et enfin, le phénomène aussi d'hyperspécialisation de la communauté scientifique. Donc, institutionnalisation, hypercompétition, hyperspécialisation. C'est important pour comprendre comment fonctionnent les individus au sein de la communauté scientifique. Donc, l'institutionnalisation, comme son nom l'indique, c'est le fait que les chercheurs, la recherche, c'est devenu une institution en elle-même. Aujourd'hui, on parle tout le temps de recherche. Si vous prenez n'importe qui au 19e siècle, la recherche, pour lui, c'est quelque chose de très étrange. Ça, c'est même pas étrange, c'est étranger à lui-même, quoi. Personne, tout le monde s'en foutait quelque part. Donc, c'est un processus, le processus d'institutionnalisation, c'est un processus en 3 étapes. Au départ, vous avez une poignée d'individus. Quand je parle d'une poignée d'individus, au XVIIe siècle, le nombre de physiciens comme Newton ou Leibniz, ils étaient quelques centaines en Europe. Ils communiquaient entre eux, c'était vraiment une poignée d'individus qui développent une science, un paradigme. Ensuite, petit à petit, cette science s'étend dans la société et finit par devenir un système. Donc, c'est-à-dire, ça devient une institution, de la même façon qu'une église d'ailleurs, quelque part. Aujourd'hui, la science, c'est devenu une espèce de nouvelle religion. Il faut bien le comprendre. Et donc, qui dit religion, dit hérétique, dit saintes écritures, dit icônes saintes, dit clergé. Donc, le clergé aujourd'hui de la science, c'est la communauté scientifique. Qui dit interdit alimentaire, par exemple, dit interdit climatique, et ainsi de suite, ainsi de suite.
C'est la première étape, c'est l'institutionnalisation, ce qui veut dire que les gens qui travaillent dans la science aujourd'hui sont bon, c'est des fonctionnaires aussi, hein, bien sûr, mais aussi c'est des gens qui sont proches du pouvoir politique. Ils sont institutionnels, comme des journalistes, par exemple. L'institutionnalisation, ça vient essentiellement de la Seconde Guerre. Ça s'est produit essentiellement après la Seconde Guerre mondiale et ça vient des États-Unis. Comme souvent, tout ce qui est nouveau vient des États-Unis. Et en fait, le fonctionnement de la science aujourd'hui, c'est un peu comme le fonctionnement d'une armée. Et ça se rapproche du fonctionnement d'une grande entreprise. C'est-à-dire qu'en fait, il y a eu un phénomène de massification de la communauté scientifique qui est devenue aujourd'hui une espèce d'entreprise quelque part. J'ai ici une citation de Roosevelt que j'aime beaucoup. C'est son discours à la nation aux États-Unis en 1961. Je vais la lire, je la trouve assez pertinente. Aujourd'hui, l'inventeur solitaire qui bricole dans son atelier a été déclassé par des équipes de scientifiques dans leur laboratoire et leur terrain d'expérimentation. De même, l'université libre, qui fut jadis la source des idées libres et des découvertes scientifiques, a connu une révolution dans la conduite des recherches. À cause notamment des énormes coûts impliqués, le mandat gouvernemental a pratiquement remplacé la curiosité intellectuelle. Le mot important ici, c'est mandat gouvernemental, c'est-à-dire que c'est les politiques qui décident de la recherche et ce n'est plus les chercheurs qui la font en autonomie. Pour chaque vieux tableau noir, on aligne aujourd'hui des centaines d'ordinateurs électroniques tout neufs. Je parlais du problème de l'argent. La perspective d'une mise sous tutelle des savants d'un pays par les mandats fédéraux, bon, là, il parle des États-Unis, bien sûr, mais bon, ça se transpose aisément à la situation européenne aujourd'hui. Les subsides des projets, le pouvoir de l'argent est toujours présent. Il doit être considéré avec sérieux. Cependant, tout en conservant à la recherche scientifique tout le respect qui lui est dû, ce qui est vrai, nous devons également être conscients du danger réciproque de voir les politiques publiques devenir les otages d'une élite technico-scientifique. Je trouve cette citation assez prophétique. Toujours en ce qui concerne l'institutionnalisation, qui dit secteur d'activité, c'est donc un secteur d'activité, qui dit secteur d'activité dit main d'œuvre. Il faut bien comprendre que dans un laboratoire, il y a tout un tas d'intervenants. Vous avez une armée de petites mains dans le laboratoire, mal payées et mal considérées. Donc tout ça, c'est les petits laborantins. Vous avez les post-docs et les doctorants. Donc les doctorants, c'est ceux qui préparent une thèse. Les post-docs, c'est ceux qui sont dans un circuit d'attente, qui ont une thèse et qui attendent d'avoir un poste permanent. En gros, ce sont les cols bleus de la science. Vous avez ensuite les chercheurs permanents. Alors, on appelle ça aujourd'hui dans le jargon des Principal Investigators, PI en anglais. Ce sont eux, en fait, qui sont chargés de piloter la recherche. L'essentiel de leur boulot, c'est même plus de faire de la recherche, c'est de lever des fonds auprès des organismes de financement, que ce soit l'Union européenne, par exemple, en Europe, ou d'autres agences. Il y a des agences de financement maintenant de la recherche. Donc, il faut aller chercher l'argent avec des projets. C'est de faire ensuite, le rôle de ces chercheurs permanents, c'est aussi de publier donc, tout le travail de ces fameux post-docs et doctorants. Donc, c'est eux qui font les publications, qui mettent souvent leur nom en premier ou en dernier, d'ailleurs. Souvent, maintenant, on met en dernier, c'est-à-dire que c'est nous le chef. Et de faire la promotion de leur propre carrière. Alors, en fait, il faut comprendre aussi que dans un système institutionnalisé, c'est rare qu'on encourage la créativité. En fait, il faut beaucoup mieux être collé dans le moule, suivre la ligne et ne pas trop prendre de risques. Donc, ce qui veut dire que la prise de risque, elle est découragée. C'est même pire que ça. C'est que celui qui prend des risques aujourd'hui dans le milieu de la recherche, il est ostracisé. Et les idées neuves sont mal considérées. Il faut comprendre aussi qui dit institutionnalisation, donc ça veut dire secteur d'activité un peu industriel, dit tâche routinière. Ce qui fait qu'en fait, aujourd'hui, la recherche, c'est quelque chose d'un peu ingrat, c'est-à-dire que c'est même plus très intéressant. On crée des masses de données gigantesques et le but des chercheurs, c'est de traiter ces données. Voilà pour la partie institutionnalisation. Donc, vous avez tous compris qu'en fait, là,
C'est devenu un secteur d'activité comme un autre et il n'y a rien de glorieux là-dedans. En ce qui concerne le financement de la science, il y a une chose qui est très importante. Ça s'est passé aux alentours des années 80. En fait, on a changé le mode de financement de la recherche. La recherche, c'est ici. Je pense qu'ici, ça résume tout parfaitement. L'application des normes libérales voulues par l'Union européenne au processus de recherche remplaça le mode d'allocation par crédit par celui du financement par projet. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire qu'en fait, auparavant, avant en gros le tournant libéral des années 80, chaque laboratoire en Europe ou aux États-Unis, ou même en Union soviétique d'ailleurs, c'était la même chose, recevait une certaine somme d'argent de façon certaine. C'est-à-dire chaque année, on leur disait, c'était tous les 4 ans, on va dire, il y a un plan, on leur donnait une certaine somme d'argent, vous vous débrouillez et que le meilleur gagne, hein, au niveau scientifique. C'est-à-dire qu'en fait, il y avait plus ou moins, l'argent était plus ou moins distribué de façon équitable entre les différents laboratoires. Ça s'est terminé à partir des années 80 aux États-Unis et à partir de 2000 en Europe. On a remplacé ce mode d'allocation par crédit par celui de financement par projet. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, les laboratoires doivent chercher l'argent auprès des financeurs, qui sont soit l'Union européenne ou d'autres agences, des agences gouvernementales la plupart du temps, pour pouvoir recevoir de l'argent. C'est-à-dire qu'il y a des labos qui reçoivent de l'argent, d'autres qui n'en reçoivent pas. Ça veut dire qu'en fait, la demande d'argent, elle peut être acceptée ou refusée, mais qui décide finalement, c'est donc finalement le pilotage de la recherche, maintenant, c'est donc les agences, et ce n'est plus les chercheurs eux-mêmes. Vous avez bien compris. Il y a donc ici une véritable inversion de la fin et des moyens. Les chercheurs ne sont plus évalués sur ce qu'ils produisent à partir, ou découverts, à partir des fonds qu'ils ont reçus de façon créditaire, mais sur ce qu'ils promettent de produire. En gros, si vous avez un projet scientifique qui plaît aux financeurs, vous allez recevoir l'argent. Mais c'est même plus ce que vous créez, il faut que ça plaise aux donneurs d'ordre, aux agences de financement. Bon, il y a un effet secondaire à ce système qui est évident, c'est la bureaucratisation, le copinage, le renvoi d'ascenseur, la planification, parce que évidemment, si vous connaissez quelqu'un qui travaille dans une agence de financement, que votre nom est connu, ce sera peut-être plus facile pour vous d'obtenir les fonds et donc d'occuper le haut du panier de la hiérarchie scientifique et donc de quelque part produire la doxa scientifique. Ça, c'est important de comprendre. Second phénomène après l'institutionnalisation, c'est l'hypercompétition. Alors, l'hypercompétition, tout le monde connaît, pour ceux qui ont travaillé un peu dans les laboratoires, qu'en fait, il y a une injonction à toujours publier beaucoup plus d'articles, de plus en plus d'articles et de plus en plus à intervalles courts. C'est-à-dire que vous devez publier tous les ans. Je prends un exemple, je crois que Heisenberg, un physicien connu allemand, je crois qu'il a publié 50 papiers dans toute sa vie. Je ne suis même pas sûr que ce doit être un peu moins d'ailleurs. Aujourd'hui, il n'est pas rare d'avoir des gens qui ont 1000, 2000, 3000, 4000, 5000 publications. D'accord? Parce qu'en fait, ces chercheurs qui ont beaucoup de publications, ce n'est pas eux qui les écrivent, bien sûr. C'est toute l'armée dont j'ai parlé tout à l'heure, la main-d'œuvre des post-docs et des doctorants. Donc, pour pouvoir publier, il faut de l'argent. Et donc, l'appropriation des ressources, dont j'ai parlé tout à l'heure, devient une affaire de survie. Donc, en fait, là, un chercheur, il faut bien comprendre, son but, la plupart du temps, c'est même plus de chercher, c'est de chercher de l'argent pour faire vivre son équipe. Alors, il n'y a même plus de question de compétition, mais d'hyper-compétition. Parce que la finalité de faire des découvertes, c'est évanoui au profit des moyens, chercher de l'argent. Le but d'un chercheur aujourd'hui, c'est plus de faire de la recherche, c'est de trouver de l'argent pour faire vivre son équipe. Alors, il y a un point important aussi, c'est que la compétition, c'est sain en réalité, mais c'est l'hyper-compétition qui est malsaine. En effet, elle génère en soi des lots d'effets indésirables, contre-productifs et pervers. Oui, puisqu'on doit chercher l'argent plutôt que de faire de la recherche. Il y a donc une recherche de fond
qui est chronophage, et va se poser la question de la fraude et du plagiat. En effet, plus vous publiez, plus vous avez de visibilité, plus vous avez d'argent, mais parfois on peut publier beaucoup de conneries. Donc, on va se poser la question de la fraude, du plagiat, voire même de la… Le plagiat, c'est de la copie, hein, voire même de la falsification des données. On l'a vu d'ailleurs avec la crise du coronavirus, où certains scientifiques, pseudo, hein, ont publié dans une grande revue des prédictions sur l'avenir de l'épidémie, soi-disant, en se basant sur des données complètement fausses. Donc là, il y a falsification, c'est encore pire. Ok. Oui, un effet paradoxal de l'hypercompétition, c'est qu'il y a un alignement paradoxal de toutes les théories sur les thèses orthodoxes. En effet, comme j'ai dit tout à l'heure, celui qui prend des risques, il est un peu ostracisé. En effet, dans l'hypercompétition, vous avez tendance à faire un peu la même chose que le voisin. C'est un peu comme les journalistes qui disent tous la même chose. C'est bien plus, comment dire, valorisant et ça rapporte, c'est beaucoup plus, ça rapporte plus tout simplement de travailler sur des sujets balisés que d'explorer des pistes aventureuses. Et c'est plus simple et payant de recycler le connu, ce qui est déjà connu, plutôt que de tenter d'explorer des thèses nouvelles. Ça, c'est important pour le changement climatique parce qu'on voit bien qu'il y a une thèse. Il y a une thèse qui est devenue une doxa. Il y a un alignement sur une thèse, c'est celle qu'on n'a pas le droit. D'ailleurs, les scientifiques qui s'opposent un petit peu à la thèse alarmiste, ils sont qualifiés de climato-sceptiques. D'ailleurs, on ne cherche même plus à discuter avec eux. Je continue. Troisième phénomène, c'est l'hyperspécialisation. Alors, l'hyperspécialisation, c'est bon, c'est l'effet, c'est le côté pervers de la spécialisation. Le phénomène d'hyperspécialisation, il prend place lorsqu'une discipline croît à l'extrême jusqu'à présenter des symptômes de dislocation aux multiples sous-disciplines, autonomes et encore plus spécialisées. Tout à l'heure, je parlais des modèles informatiques. Les modèles informatiques, ils reposent sur la physique qu'on met dedans. Et la physique qu'on met dedans, elle est issue de différents domaines de la physique. Comme j'ai dit tout à l'heure, la mécanique des fluides, la thermodynamique, le transfert radiatif, ainsi de suite, ainsi de suite. Vous avez des gens qui sont spécialisés sur telle ou telle partie du transfert radiatif, par exemple, dans le cas de l'effet de serre, si on l'admet. Quand des disciplines se scindent en sous-disciplines, ces sous-disciplines peuvent à leur tour se scinder en elles-mêmes en plusieurs sous-disciplines, encore plus réduites. C'est donc un processus sans fin. Vous avez des gens qui sont spécialistes d'une partie microscopique de la science. Ce phénomène d'hyperspécialisation conduit directement à la figure de l'expert, connaissant presque tout sur presque rien. Et d'ailleurs, tout le monde l'a remarqué, il suffit d'écouter deux spécialistes à la télévision pour se rendre compte que même eux ne s'entendent pas entre eux. Donc en fait, on se demande à quel sens se vouer, quoi. Et pour faire une petite remarque un peu plus politique, l'hyperspécialisation scientifique, ça correspond donc dans la sphère économique à la taylorisation, à la parcellisation de plus en plus fine du travail. Vous avez des gens, tout le monde le sait, hein, il suffit de travailler dans n'importe quelle boîte, n'importe quelle grosse boîte, vous ne faites presque rien, vous ne comprenez pas vraiment à quoi vous servez, quoi. Bon, ici, par exemple, pour l'hyperspécialisation, vous avez tout un champ de la physique, hein, c'est immense, hein, vous avez la mécanique des fluides, le calcul, la théorie quantique des champs, la théorie atomique, et chacun discute dans sa propre communauté. La même chose en chimie, hein, si vous regardez bien. Donc, ce qu'on peut conclure sur l'hyperspécialisation, j'ai mis un petit dessin ici à côté, c'est la tour de Babel. Donc, chacun construit son petit morceau, mais finalement, la tour finit par se casser la gueule, quoi. Donc, bon, certes, la spécialisation, c'est bien, puisque ça perd une circonscription d'un domaine suffisamment large pour stimuler la créativité. Il faut quand même un peu être spécialiste d'un domaine, quelque part. Par contre, l'hyperspécialisation, ça dresse des chapelles peuplées d'initiés qui ne saisissent qu'une infime parcelle de la réalité. La science perd en cohésion et la perspective d'une pensée globale et unitaire devient illusoire. On appelle ça le processus de babélisation.
Concernant la fraude, la falsification et le plagiarisme, bon, bah, ce n'est pas nouveau, mais ça a pris des proportions telles avec le phénomène d'hypercompétition et d'hyperspécialisation que forcément, ces problèmes interviennent de plus en plus. Alors, on appelle ça pudiquement mauvaise conduite, hein, misconduct en anglais dans les laboratoires. En effet, c'est le résultat d'une prise en tenaille entre l'hypercompétition et l'hyperspécialisation. Donc, en fait, c'est plus un problème structurel qu'un problème d'individus eux-mêmes, parce que les individus sont bien obligés de se conformer à la situation, puisque s'ils veulent vivre, ben, il faut faire comme tous les autres. Hein. Donc, OK, OK, moi, attendez, je continue. Alors, je vais passer maintenant à la partie plus climat. Ah, juste une chose. Ouais, il y a un concept que je trouve très intéressant, c'est celui de science post-normale. Alors, c'est le résultat de... C'est un concept dû à deux Canadiens, Funtowitz et Ravetz, qui ont créé aussi le concept de junk science, donc science poubelle, quoi. Il faut comprendre aujourd'hui qu'il y a des millions et des millions d'articles qui sortent chaque année. C'est-à-dire qu'en fait, c'est quasiment impossible pour un chercheur d'avoir une vue globale. Donc, ben, bien sûr, sur ces millions d'articles, il y en a plein qui ne servent à rien. Et ça veut dire que même pour aujourd'hui, pour un jeune chercheur, si vous voulez rentrer dans la recherche aujourd'hui, vous devez vous le coltiner des centaines et des centaines d'articles chaque mois. C'est-à-dire c'est devenu infernal, quoi. Alors là, j'ai une citation d'un chercheur que peut-être vous connaissez, et ça c'est important, j'insiste là-dessus. On en parle un petit peu en ce moment. C'est John Ioannidis. C'est un épidémiologiste à l'université de Stanford. Il a écrit un article qui est un des articles les plus cités. D'ailleurs, je crois même que c'est le plus cité actuellement dans la communauté scientifique, le plus lu, pas cité, mais le plus lu. Et le titre de l'article, c'est « Why most published research findings are false ?» Pourquoi la plupart des résultats de recherche sont faux? En fait, c'est le résultat de l'hypercompétition et de l'hyperspécialisation. Et ça, bien sûr, ça a une importance pour le réchauffement climatique, pour la communauté scientifique dans le réchauffement climatique, dans la thèse du réchauffement climatique. Parce qu'en fait, aujourd'hui, le GIEC s'appuie sur les résultats de recherche de la communauté scientifique qui travaille là-dessus, mais sans vraiment… En fait, le GIEC, c'est l'instance qui est censée synthétiser tout le travail de recherche. Eux, ils ne regardent pas la validité des publications, ils font une compilation et ensuite ils publient une synthèse qui est destinée aux decision makers, donc les politiques, quoi, les faiseurs de décision. Donc, cet article, pourquoi la plupart des recherches, des résultats publiés sont faux? C'est quand même un signe qu'il y a un problème dans la communauté scientifique. Et donc, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est celle qui travaille sur le climat, c'est-à-dire qu'en fait, on ne peut même plus faire confiance aux publications. Et d'ailleurs, plus personne ne les lit en réalité, pratiquement. Donc, ça a conduit à ces deux Canadiens à inventer le concept de science post-normale. Vous avez ici un diagramme que je trouve pas mal. Vous avez ici, en abscisse, donc l'axe horizontal, un axe qui s'appelle complexité et incertitude. Donc, plus un système est complexe, plus il est complexe. Et en ordonnée, l'axe vertical, enjeux et risques. Alors, en fait, il faut comprendre qu'au départ, il y avait ce qu'on appelle la science dure, mécanique, physique, chimie, ainsi de suite. En général, les résultats qu'on trouve en sciences dures, ils sont assez solides. On peut leur faire confiance avec beaucoup de fiabilité. Il y a très peu de risques de se tromper en faisant des calculs en sciences dures. Vous avez ensuite, au fil du temps, la science appliquée qui s'est développée. Typiquement, par exemple, c'est l'architecture, hein, ou l'architecture ou la mécanique auto, la science appliquée ou l'électricité. Vous avez ensuite, au fur et à mesure que les systèmes se complexifient, le domaine de l'expertise. Typiquement, ça peut être quelqu'un qui est expert ce qui me vient à l'esprit, là, c'est tout ce qui est catastrophe aérienne. Vous avez des experts, c'est des spécialistes des catastrophes aériennes, ils vont trouver les causes qui ont pu conduire à ce qu'un Boeing ou un Airbus s'écrase. C'est l'expert. Ça peut être aussi l'expert en assurance, d'ailleurs. Mais ensuite, au fur et à mesure que les systèmes qu'on considère sont de plus en plus complexes, on voit très bien que la société aujourd'hui se complexifie,
Les risques, ça devient de plus en plus complexe, mais les enjeux et les risques sont de plus en plus élevés aussi. Et on rentre dans le domaine de ce qu'on appelle la science post-normale. Je trouve ce graphique très intéressant. Il ne faut pas non plus sous-estimer le possible déclin de la science elle-même, sous l'effet du poids de la bureaucratie, de la masse grandissante de data et de publications. En fait, plus personne ne peut vraiment comprendre tout ce qui se passe, et sous l'effet de l'hyperspécialisation et de l'hypercompétition. Voilà ce qu'il en est pour la sociologie de la recherche. Alors, cette sociologie de la recherche, bien sûr, on peut l'appliquer à tous les domaines de la recherche. Et ce qui nous intéresse ici aujourd'hui, c'est le climat. Bon, la thèse du réchauffement climatique d'origine anthropique, elle est d'origine états-unienne. Et aux États-Unis, il y a 2 organismes qui sont chargés de conduire les recherches. Il y a la NOAA, c'est la météo américaine, et le GIST Institute, c'est un laboratoire de la NASA. Ces 2 institutions-là disposent d'un réseau de satellites météorologiques et de laboratoires spécialisés. C'est de la NASA qui s'est propagée à partir des années 90 la thèse du réchauffement climatique planétaire d'origine anthropique, sous l'impulsion de son influent directeur, Jim Hansen. Alors, vous voyez ici, il y a une photo de lui à côté, là. Il a été arrêté par un policier américain, parce que, alors je ne sais plus pourquoi, mais en fait, je crois qu'il c'était un problème d'activisme à côté du Congrès américain. C'était quelqu'un qui était très proche de Al Gore. Tout à l'heure, Camille Vert a parlé de lui. C'est lui qui avait fait la prévision de la montée des niveaux d'eau de 6 mètres, sur un calcul d'ailleurs tout à fait aberrant. C'est-à-dire qu'en fait, vous voyez qu'ici, lui, il dirigeait un laboratoire américain, et donc il était très loin de la recherche. Donc lui, c'était quelqu'un proche du pouvoir politique. Et donc proche de Al Gore, là, en l'occurrence pour les États-Unis. Donc c'est bien ce que je disais tout à l'heure. Aujourd'hui, la recherche, elle est produite par des gens comme ça. Elle n'est pas produite par des gens comme ça, elle est pilotée par des gens comme ça, mais eux-mêmes sont très loin de la recherche. Lui, ce James Hansen, chez Jim Hansen, je suis persuadé qu'il y avait 50 étudiants sous ses ordres. Et lui, il ne produisait plus rien. Par contre, il était très proche des milieux politiques. Donc ça, c'est pour les États-Unis. Pour l'Angleterre, c'est sous Margaret Thatcher que la thèse du réchauffement climatique d'origine anthropique s'est propagée. Bon, en fait, c'est assez connu qu'en fait, à l'époque, ils voulaient liquider la filière minière anglaise. Hein. Donc, il fallait à tout prix diaboliser l'industrie du charbon, émettrice de CO2, le fameux gaz satanique qui serait soi-disant responsable du réchauffement climatique. Donc, cette thèse du réchauffement climatique s'est révélée très efficace, d'une part pour dégager tous les mineurs, et puis ensuite pour pouvoir permettre l'émergence de cette thèse. Je vais terminer là-dessus. En France, il y a 3 personnes centrales. Il y a 3 intervenants, c'est toujours les mêmes qu'on voit, qui sont très proches, eux aussi, du pouvoir politique. Vous avez Jean Jouzel, là, sous le parapluie, qui faisait une photo pour Paris Match, je crois, d'ailleurs, là. Celle-ci. Hervé Le Trotte, dont Camille Vert a parlé tout à l'heure. Alors, lui, je défie quelconque de comprendre ce qu'il dit. C'est totalement alambiqué et c'est n'importe quoi. Mais j'ai terminé sur cette phrase de Valérie Malson-Delmotte. C'est une des scientifiques qu'on interviewe tout le temps sur les plateaux. Voilà pour vous donner le niveau un petit peu de ce que c'est que la recherche française aujourd'hui. Alors, pas tout le monde, bien sûr, mais des dirigeants de la recherche française. J'ai entendu Greta Thunberg en Pologne lors de la COP24. C'est les fameuses conférences internationales chargées de réguler les émissions de CO2. En fait, de limiter la combustion de charbon et de pétrole. Bon, c'est ceux qui sont chargés en fait, de participer à la grande réinitialisation des économies occidentales. Je répète, j'ai entendu Greta Thunberg en Pologne lors de la COP24. Elle m'a impressionné par la profondeur de sa réflexion. Elle a complètement intégré dans sa manière de voir les choses le changement climatique et ses enjeux. Je retrouve cette réflexion chez certains de mes étudiants et chez certains enfants. À la différence des personnes plus âgées, donc en gros
les scientifiques professionnels, hein, ceux qui sont tapés des dizaines d'années d'études. À la différence des personnes plus âgées, ils ont compris l'importance des enjeux du changement climatique et ils en ont fait une priorité. Ce qui est fou, c'est qu'elle est directrice de recherche au CNRS. Et elle est impressionnée par la réflexion de Greta Thunberg. Je pense que tout le monde sait qui c'est. C'est une gamine un petit peu autiste de Norvège. Voilà. Ce que je voulais juste ici vous faire comprendre, c'est que il n'y a pas de consensus scientifique en réalité. Les modèles divergent tous les uns les autres. Vous prenez des équipes russes, japonaises, américaines, ils ne vont pas dire la même chose. Il y a ensuite le problème français, anglais et américain, où là, les chercheurs sont tous vraiment inféodés au pouvoir politique. Si vous prenez des communications scientifiques russes ou japonaises, déjà, c'est beaucoup plus nuancé. Voilà ce que je voulais dire là-dessus. Et je voulais aussi vous faire comprendre que, certes, la science, c'est une grande aventure, mais malheureusement, elle a été pervertie, je pense, un petit peu par le tournant néolibéral. Je vous remercie. Très bien. Écoutez, je pense qu'on peut conclure là-dessus. Donc, merci à vous, Camille Vert, Jérôme Alzan, pour cette conférence. C'est moi qui vous remercie. Et merci aux organisateurs. Pareil. Merci beaucoup. Donc, merci à vous, merci aux spectateurs et une très bonne soirée à tous. Très bonne soirée à tous. Au revoir.